Ce retour d'expérience correspond à la réponse à incident avec une XDR plateforme après attaque par ransomware sur un hôpital. Bonjour Jérôme, bonjour, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le sujet, vous l'avez expliqué, donc ça sera un rétexte sur la réponse à incident avec une XDR. Je vous expliquerai bien sûr ce qu'est une XDR et comment nous l'utilisons au sein du CERT, puisque je fais partie de l'équipe CERT de Tetris. Alors, quelques petits mots sur Tetris. Tetris est une société française basée sur Bordeaux. Elle est éditrice de logiciels de cybersécurité, en l'occurrence cette fameuse plateforme XDR. L'objectif de la plateforme XDR, on le verra, en fait, c'est d'avoir une console unifiée qui travaille avec plusieurs briques logicielles, des outils en fait de cybersécurité. Et donc je vous présenterai en fait quelques captures d'écran pour vous donner une idée en fait de comment ça se passe. On peut dire que c'est la seule plateforme XDR de France et même d'Europe, donc on en est très fiers. Et que Tetris a été reconnu en fait par un certain nombre d'entités liées à la cybersécurité. Donc l'agenda pour aujourd'hui, ce sera une rapide explication du scénario dans lequel on va se placer. Le déroulement technique en fait de cette réponse à incident et un rapide retour d'expérience en fait sur ce qui est intéressant dans cette approche. Dans les termes que je n'aborderai pas aujourd'hui, en fait, ça sera la partie préparation de la réponse à incident, la partie communication qui est très importante en fait dans ce type de crise. La gestion de crise est très intéressante, ça mériterait un talk complètement dédié. Et je n'aborderai pas en fait les termes légaux liés par exemple à l'exfiltration de données. Donc le scénario aujourd'hui, c'est un hôpital infecté par un rançongiciel, un ransomware. Donc il faut se placer dans un cas où on a des milliers de postes qui sont infectés par ce ransomware. Donc ça peut aller des ordinateurs de la salle du kiosque d'urgence aux ordinateurs des salles opératoires et tout ce qu'on peut imaginer au sein d'un hôpital. Donc il faut se représenter en fait cette crise pour voir en fait le degré d'urgence qu'il y a à répondre à cet incident et l'objectif principal aussi qui est dans ce type de cas la reprise d'activité plus que de l'identification du vecteur d'infection initiale. C'est vraiment le retour à la normale, le retour aux opérations qui est privilégié par la victime. Dans ce cas-là, donc, on n'avait pas d'EDR déployé au sein du parc de la victime et on a donc besoin d'un outil de réponse à incident ou des FIR, un outil de réponse rapide pour gérer cet incident. On avait aussi l'Active Directory encore disponible, donc ce qui va nous faciliter en fait un petit peu les choses. On va le voir dans les slides suivants. Vous avez ici un schéma de représentation du cycle de vie d'une réponse à incident qui provient du NIST, donc c'est pour ça que c'est en anglais, donc NIST qui est un organisme américain de normalisation. Vous avez une partie préparation où vous allez faire votre veille technologique et préparer des procédures qui vont vous aider à déclencher en fait tout un tas de tâches différentes pour cette réponse à incident. Dans un deuxième temps, vous avez la détection et l'analyse. C'est la partie identification de ce qui s'est passé. Elle va permettre aussi de créer des hypothèses. On va se placer en créant des hypothèses une fois qu'on arrive sur cet incident, puisque pour l'instant, on sait seulement que des postes ont été infectés. On n'a pas encore jugé de l'étendue des postes qui sont affectés. Donc, on va essayer d'identifier s'il y a des clusters. On va essayer de protéger au maximum les machines qui soit étaient éteintes, soit n'ont pas encore été touchées. Et on va se placer dans des scénarios où on aurait pu potentiellement de l'exfiltration de données
puisque dans une démarche légale, en fait, ou de dépôt de plainte, ça va influer sur les étapes de cette réponse à incident. On va se placer ensuite dans un potentiel confinement, essayer de confiner en fait les postes qui ont été infectés en les déconnectant d'Internet par exemple, ou en créant, en fait, on le verra, des règles de firewall appropriées. Et on va essayer de créer une barrière, d'éradiquer en fait la souche malveillante pour protéger l'ensemble du parc. Et la dernière partie, en fait, c'est une activité qui est faite post-incident. Donc, un retour des feedbacks, en fait, et une tentative d'amélioration de tous nos process. Donc, les besoins, comme je vous le disais, ça va être empêcher la propagation, essayer de mettre en place une protection immédiate, en fait, des postes qui n'auraient pas été touchés. On va réaliser une investigation numérique. On passera du temps sur cette étape car elle est primordiale. On va essayer, lors de cette étape, d'identifier ce qu'on appelle les TTP, donc les tactiques, techniques et procédures de l'attaquant, identifier les souches malveillantes et donc le malware principal. Et on va récolter un ensemble d'artefacts dont je vous détaillerai en fait la liste un peu plus tard. Ça pour engager ce qu'on appelle une chasse à la menace. Ou du hunting pour aller chercher en fait les artefacts, les preuves numériques qui ont été laissées par l'attaquant lors de cette attaque. On va bien sûr se pencher sur l'éradication du malware et tenter de bloquer l'attaquant. On verra que la solution XDR permet un blocage intelligent qui est très utile. On va essayer de nettoyer et de protéger les postes touchés, sachant que dans ce type de cas, la réinstallation des postes sera souvent nécessaire, mais on essaiera de les protéger avant le retour sur le réseau. Et en fait, on va essayer d'obtenir un retour à la production, un retour à la normale le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme XDR? Vous avez ici une représentation de notre plateforme XDR. Il faut la voir comme une console unifiée. Donc, une interface, voilà, je vous ferai une présentation sur des captures d'écran juste après. Donc, une interface standardisée et normalisée au centre de l'architecture, avec une interaction avec l'intelligence artificielle qui est utilisée sur nos outils. La Cyber Threat Intelligence, ou le renseignement d'intérêt cyber, notre base de connaissances qui est utilisée par l'ensemble de nos outils. Une partie threat hunting qui va se rapprocher, en fait, si vous êtes familier avec des outils de type GRE, des outils de réponse à incident. Donc, ça sera sur cette partie-là. Elle permet aussi en fait un ensemble d'audits de compliance de configuration et gestion des vulnérabilités. Un SOAR intégré pour la réponse à incident automatisé et un système de tickets. Dans les produits Tetris, dans les produits, en fait, les briques logicielles qui sont proposées à nos clients, on a une partie SIEM. Donc le SIEM qui est souvent utilisé par le SOC, donc avec une centralisation des logs et des journaux d'événements qui seront collectés sur l'ensemble du parc. On a une technologie de DNS Firewall qui permettra de mettre en place des blacklists sur certains noms de domaine ou certaines adresses IP. On verra par la suite à quel niveau celles-ci sont identifiées. Une partie EDR, donc le Endpoint Detection and Response, qui sera utilisé comme outil privilégié lors de cette réponse à incident. Une partie EPP, en fait, qui correspond grosso modo à un antivirus, des technologies mobiles et des technologies de son de réseau ou de honeypot. Donc, tout ça va permettre de nous collecter, en fait, de la donnée qui sera utile lors de notre réponse à incident pour comprendre, en fait, la démarche opératoire de l'attaquant et aussi les traces qu'il laissera sur le réseau.
Donc, vous avez ici une capture d'écran de la partie EDR de la plateforme Tetris. Vous voyez en fait sur la gauche l'ensemble des menus qui correspondent aux briques logicielles que je vous ai évoquées auparavant. Et vous avez donc au niveau central la partie Alert and Events. Donc, ce sont les alertes qui sont remontées par la technologie EDR déployée sur le parc, avec des alertes qui sont mappées à la matrice technique Mitre. Et aussi, vous voyez une liaison avec les outils utilisés par le client, comme l'antivirus. Vous avez des fonctionnalités de recherche et de tri très avancées qui vous permettent donc de retrouver les éléments, les événements sur lesquels vous souhaitez faire un focus. Pour une vue plus générale de la XDR plateforme, voici quelques captures d'écran. Sont représentées ici la gestion en fait entre toutes les appliances qui sont installées, le nombre de endpoints et l'ensemble des alertes par technologie. Donc, lors de la réponse incident, comme je vous le disais, la technologie privilégiée est celle de l'EDR. Donc, c'est un agent unique donc, qui permet un déploiement rapide et efficace sur l'ensemble du parc, soit par GPO, soit par un outil de gestion de parc informatique. L'avantage ici, c'est d'avoir une action unique à mener et qui peut être effectuée à grande échelle. Notre technologie supporte tous systèmes d'exploitation. Donc ça, c'est un avantage quand on fait de la réponse à incident parce qu'on n'a pas forcément que des postes Windows qui ont pu être infectés. Donc on s'attachera également à observer ce qui se passe du côté Linux. Une fois l'agent installé, en fait, il permettra... Excusez-moi. Il permettra une remontée immédiate à la console pour nous offrir de la visibilité sur ce qui se passe sur le réseau. Une configuration centralisée. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on va voir, ça demande quelques configurations au niveau de l'EDR pour obtenir une détection optimisée et maximale, surtout quand on aura identifié les premiers artefacts. Donc jusque-là, ça se passe un peu comme le déploiement d'agents d'autres outils de réponse à incident, mais on va voir qu'il nous confère en fait des actions supplémentaires qui ne sont pas forcément disponibles dans les autres outils. Le premier objectif, ça sera d'empêcher le mouvement latéral et la propagation de l'attaque. Comme je vous le disais, on peut avoir une population en fait non infectée et qui peut être utile à la victime, qui doit être protégée le plus rapidement possible. Et on va voir une automatisation de la phase de collecte des preuves numériques. Donc ça, c'est une particularité de notre agent EDR. L'avantage, nous, en tant que CERT, c'est qu'on a notre mot à dire, en fait, et on a une discussion ouverte avec la recherche et développement, avec les développeurs, pour nous intégrer, en fait, des fonctionnalités qui sont utiles, non pas dans la simple phase de protection, mais aussi dans la phase d'investigation. Un inconvénient qu'on peut citer, c'est la modification du système de fichiers, mais là, difficile de faire autrement pour récolter toutes les informations qui sont nécessaires à notre investigation. Sur l'analyse forensique, alors pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec cette approche, je vous ai rajouté dans les slides une définition. Je vais passer rapidement ici. L'objectif en fait de l'analyse forensique, ça va être de récolter, comme je le disais, des preuves numériques et un ensemble d'éléments, de données en fait caractéristiques des différents systèmes pour mener à bien une réponse adaptée. Donc l'analyse forensique, les avantages en fait de l'utilisation de l'EDR avec le module d'investigation numérique qui est intégré, c'est qu'on va pouvoir interroger, on va pouvoir faire une capture et un scan de la mémoire, de la RAM,
pour en identifier, en fait, faire une analyse des processus qui sont en cours. De ces processus, on pourra forcément identifier des processus malveillants, voir la souche elle-même du malware, voir des processus de mouvement latéral, on pourra éventuellement retrouver du PSExec, des choses comme ça. On va aussi se pencher sur les connexions réseau. On peut garder en mémoire, en fait, dans ce cas de figure-là, en fait, on avait identifié des implants Cobalt Strike, pour ceux qui sont familiers avec ce type d'implant. Et donc, on peut identifier au niveau connexion réseau une connexion avec un C2, chose qui va nous être très utile par la suite afin de bloquer les communications avec des serveurs de command and control gérés par l'attaquant. On va faire une recherche sur les logs et les journaux avec l'intégration d'un SIEM tactique. Donc, il faut savoir qu'on n'utilise pas en fait forcément les journaux Windows comme un SIEM classique avec Sysmon par exemple dans le cadre de l'utilisation de l'EDR. Mais on va quand même récupérer des événements tels que les types de connexions, les connexions établies avec la liste des comptes utilisateurs, etc. Ça gère également les logs de l'antivirus qui peuvent être utiles parfois. Les logs des navigateurs, de l'USB, ça ce sera plus pour essayer d'identifier quel était le patient zéro, comment s'est déroulée l'attaque. Est-ce que c'était une attaque par phishing avec une pièce jointe malveillante, etc. On va se pencher sur les commandes de démarrage, donc la liste des autoruns, les clés de registre, évidemment. Donc ça, c'est pour les mécanismes de persistance qui auraient pu être mis en place par l'attaquant pour avoir une persistance sur le réseau, un mode opératoire de retour sur les machines infectées. Voilà, depuis l'extérieur. On va se pencher sur les tâches planifiées, le cron. Donc là, tous ces éléments-là vont être collectés automatiquement par notre outil de forensic. Tout ça mêlé à un moteur Yara, pour ceux qui sont familiarisés. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir identifier des éléments caractéristiques d'une attaque. On va pouvoir créer des règles Yara qui seront spécifiques aux IOC qu'on aura identifiés, aux identifiants de malveillance, hein, les identifiants de compromission. On va pouvoir identifier les TTP, donc quels sont les modes opératoires, comment le malware se reproduit sur le réseau, comment il gère sa persistance, etc. Et tout ça va nous permettre d'enrichir notre CTI, notre renseignement d'intérêt cyber, pour faire du hunting, la chasse à menaces, donc ce qui est géré par d'autres outils de réponse à incident. Voilà, donc la CTI, encore une fois, c'est un élément central, donc elle sera utilisable par toutes les autres briques logicielles, donc ça, c'est intéressant pour nous. Sur la partie blocage de la malveillance, puisque c'était notre objectif principal, comme je vous le disais, on a des configurations prédéfinies qui sont intégrées dans notre DR, donc des alertes et des modes de blocage spécifiques. Elle va pouvoir réagir en fait sur des binaires qui sont non signés, par exemple, des commandes encodées de PowerShell et tout ce type d'attaque. Donc, à savoir qu'une fois que le DR est déployé, il commence tout de suite à faire de la détection et éventuellement de faire de la remédiation automatique. On va simplement en fait alimenter notre CTI avec les nouveaux IOC qu'on aura identifiés pour obtenir cette réponse automatisée de l'EDR. Il y a aussi l'IA qui est intégrée, donc spécifiquement les comportements de rançongiciel, comme le listage des fichiers, le début de l'encryption avec du chiffrement, avec des fichiers spécifiques, des extensions spécifiques, etc. Donc ça sera géré automatiquement. On va simplement lui donner des IOC qui, sous la forme d'IOC classique, donc des hashes, des clés de registre, des noms de fichiers, etc.
Et cette CTI est couplée à une sandbox. C'est une sandbox multi-antivirus à la Virus Total, hein, pour les citer. Et automatiquement, en fait, elle attribuera un score à chaque élément qui sera exécuté sur le système d'exploitation et on pourra configurer une remédiation sur des scores qui seront trop importants, qui nous feront penser que l'exécutable ou le script exécuté est malveillant. Donc une remédiation automatique sans clic. Alors ça, c'est l'avantage majeur en fait de la solution EDR. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur les outils de réponse à incident classiques, puisque ces outils de réponse à incident classiques vont permettre de faire de la chasse à menaces, vont permettre d'interroger, en fait, de récupérer des artefacts sur un parc informatique, mais ne réalisent pas d'action lors de l'exécution. Donc, parmi cette remédiation automatique, on aura le kill automatique de processus. Dès qu'un processus sera jugé comme malveillant, soit par la sandbox, soit par son intelligence artificielle, soit par notre configuration, le processus sera bloqué automatiquement avec une mise en quarantaine possible. Donc l'avantage, voilà, c'est un blocage par rapport au framework classique. On pourra effectuer également, si on le configure, une isolation réseau avec des règles de pare-feu qui seront déployées automatiquement. Et le but du jeu, en fait, c'est de créer avec cette configuration et l'ensemble des IOC un processus de vaccination, quelque chose qui bloquera automatiquement en temps réel, en fait, toute l'exécution de la chaîne des attaquants. Et une partie threat hunting qui sera possible. Alors, je lis les questions en même temps. Donc, on me demande en fait si des cas d'usage ou scénarios de surveillance-réaction sont-ils livrés avec vos produits et on peut en créer des spécifiques. Alors, on propose des configurations prédéfinies qui peuvent être établies en fait pour le client. L'EDR en déploiement classique et non en déploiement de crise, comme c'est le cas de la discussion d'aujourd'hui. On conseille en fait une période d'observation. On va déployer l'EDR, on va effectuer une période d'observation d'1 ou 2 semaines qui va nous permettre en fait de mieux appréhender le réseau, de comprendre en fait comment l'administration du réseau est opérée. On va avoir des cas où PowerShell est utilisé de manière massive, par exemple, ce qui peut créer quelques faux positifs sur des scripts PowerShell qui sont non malveillants. Mais l'outil est complètement configurable et donc le client peut développer ses propres règles de détection. Donc sur la partie conclusion, je suis passé assez rapidement, on va essayer de garder un petit peu de temps pour les questions. Un déploiement de l'agent facile, donc ça c'est vraiment critique dans ce type de crise où on doit réagir rapidement. Donc ça c'est vraiment clé. Que vous utilisiez notre outil ou un autre outil, je vous engage à vous assurer en fait que le déploiement de l'agent est facile et aisé et si possible sur plusieurs plateformes. Un gain de temps pour l'analyse forensique, donc toute la partie forensique que j'ai élaborée, elle est réalisée par l'outil lui-même. On a juste à analyser les rapports en conclusion en fait et de faire notre propre analyse pour trouver, identifier tous les IOC. Donc, il n'y a pas d'étape comme dans une réponse à incident classique où on va devoir aller manuellement collecter la mémoire, manuellement collecter les artefacts, etc. On tire partie de la compétence et connaissance en fait, de notre CERT et de l'expérience qu'on a eue sur des réponses à incidents pour intégrer dans notre outil la liste en fait, de toutes les tâches qui sont nécessaires à l'analyse forensique. Une protection, une remédiation intelligente, rapide et durable, voilà le vaccin. Comme je vous le disais, encore une fois, la configuration réalisée, la CTI alimentée, toute la partie remédiation est faite de manière intelligente et les blocages sont faits automatiquement. Donc on n'a pas à suivre en fait 24 heures sur 24 lors de l'incident ce qui se passe sur le réseau. Puisque les éléments ont été collectés, ils ont alimenté en fait les bases de connaissances qui correspondent aux différents outils
et ils seront déployés de manière automatiquement. Merci beaucoup, Jérôme. Est-ce que vous avez terminé? Oui, À la conclusion? oui, c'est terminé. Je peux passer à quelques questions. Oui, alors s'il y a des questions, je vais vous inviter à rejoindre le chat peut-être, on vous retrouve dedans directement, parce que du coup, c'était une présentation très claire. Là, vous avez répondu à la question principale. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Souvent, c'est un petit peu normal. Il faut quelques secondes. Ben voilà, elles arrivent. Elles arrivent justement. Donc, on se retrouve dans le chat pour y répondre.